Donc, merci Stéphanie de m'avoir proposé de présider cette deuxième partie de l'activité que nous avons décidé de consacrer aux dynamiques jardinières. Parce que le jardin reste quand même le domaine du jardinier en grande partie. Et comme le rappelait Marc Renard dans l'enseignement qui passera il y a quelques années, où certains d'entre vous ont déjà reçu, finalement le dernier mot dans un jardin revient au jardinier. C'est quelque chose qui parfois est un peu oublié dans certains projets, et pourtant la pérennité et la réussite d'un projet tient essentiellement au partage d'un projet avec l'équipe de jardiniers. Ces considérations pour le métier de jardinier amènent bien sûr à s'interroger un peu sur l'importance du rôle. Je rappellerai rapidement ce que disait ou écrivait des alliés d'Argentville dans toutes les éditions de ce traité. C'est pour avoir un beau jardin, je cite approximativement, vous avez besoin d'un sol, du soleil, de l'eau, d'un jardinier et bien sûr de l'œil du maître. C'est dire si ces différentes notions, le sol, le soleil, on n'y peut pas grand-chose, mais le sol et l'eau sont des thèmes qui sont également et font partie de l'enseignement du master. Et la considération également du métier de jardinier devient cruciale pour et c'est avec une grande logique finalement dans l'organisation de ces journées que de finir par ce thème des dynamiques jardinières. Je rappellerai avant de passer la parole intervenant, une anecdote. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé chez Pierre-Antoine Gatier, juste après, il n'était pas encore le master, sur le domaine de Saint-Cloud, vous le situez à peu près, vous savez, sur les centaines d'hectares de cette part, les carrés boisés, on ne parle pas de bosquets à Saint-Cloud, mais les carrés boisés représentent à peu près 2/3 de la superficie du lieu. Et la punition des jardiniers qui ne faisaient pas leur boulot était d'aller passer à débroussailleuse dans des carrés boisés pour nettoyer le sous-bois, niant évidemment la dynamique forestière qui préside à une régénération naturelle de ces espaces. Il a fallu un peu de persuasion pour faire admettre aux jardiniers de l'époque et surtout à l'administrateur que le métier de jardinier n'était pas de supprimer la dynamique du vivant dans ce domaine, et qu'il fallait peut-être imaginer d'autres punitions, je ne sais pas, le noyade, la baignade dans les bassins, ou le ouais, mais surtout pas la débroussailleuse dans les bosquets. Plusieurs choses aussi, et pour finir là-dessus, il est important aussi de noter, on n'a pas fait des statistiques avec Stéphanie, enfin pas moi en tout cas, nombreux sont les étudiants qui sont passés par le master et qui sont aujourd'hui jardiniers, et qui exercent avec un regard nouveau et différent peut-être de ce métier qui est si peu considéré, une pratique et qui révèle l'importance du métier du geste et surtout de comprendre que le jardinage n'est pas une habitude, mais est une œuvre. Et c'est quelque chose qui est important, et ça permet d'introduire la notion de plan de gestion qui était portée par le ministère de la Culture depuis une vingtaine d'années là, et une grosse part de ces plans de gestion que certains d'entre vous ont réalisé sur, par exemple, on citait les nucléaires sur Rambouillet, sont quand même à la base un travail de diagnostic paysager et de redécouverte du sens des lieux sur lesquels on travaille, souvent des lieux historiques dont on a un peu oublié quel était le sens, etc. Et la réussite des plans de gestion, que ce soit à Champs-sur-Marne, au Saint-Cloud ou ailleurs, tient pour une grande partie à un travail collaboratif sincère avec l'équipe des jardiniers. Et sans ce travail, ce respect du travail de jardinier, ces plans de gestion, très souvent, sont des échecs. J'arrêterai l'introduction. Et donc, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Laurence Daguin, que je présenterai à la fois comme jardinière, mais elle est bien plus qu'une jardinière. D'une part, elle a fait le master, et elle a fait quelques années auparavant le CESP à l'École nationale de l'NFP, donc que vous connaissez tous à Versailles, et elle travaille aujourd'hui en outre-Manche, en Écosse, pour le National Trust de Scotland, et depuis quelques années. Et j'ajouterai, avant que je commence, qu'il y a quelques années, et ça rencontre peut-être aussi la considération que parfois le ministère de la Culture a pour le métier de jardinier lors des concours, c'est qu'elle m'a autorisé à mentionner le fait
qu'elle a passé le concours de technicien d'art il y a quelques années, et compte tenu de la nature du poste et de son profil et de ses qualités, elle a préféré renoncer à ce concours et de retourner en Angleterre. Tant mieux pour les Anglais, tant pis pour la France. Alors, merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, parfait. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est un grand honneur et un grand plaisir d'être là. Je voudrais vraiment remercier l'équipe du master, et ce master a vraiment changé, je dirais pas changé ma vie, mais vraiment, si, parce que ça m'a donné de grandes clés pour comprendre les formes du jardin, et notamment aussi donc tout le master et aussi les cours de Monique Mosser. Je voudrais aussi remercier en parallèle tous mes professeurs et de l'école du paysage, et notamment de Versailles, et notamment le laboratoire d'écologie, Marc Rumlar, Gabriel Chauvel, et toute l'équipe du laboratoire d'écologie qui ont vraiment forgé une démarche et ouvert beaucoup un regard. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de jardinage, de création jardinière et d'accompagnement de l'œuvre à travers le temps par le geste jardinier. Donc, quand on est jardinier, la question du repère stylistique est essentielle car elle donne les intentions de forme. C'est l'aptitude et la capacité à pouvoir lire les formes qui forgent l'œil et donc la main. Ce vocabulaire, cette typologie ne sont pas que des objets de travail, ils font partie avec l'espace créé, des composants et du caractère du jardin. La relation entre l'espace, les formes et le jardinier constitue donc cette base de travail d'accompagnement de l'œuvre au fil du temps. Donc, dans la pratique, en tant que jardinier, le grand écart, c'est vraiment une gymnastique, un grand écart de soins stylistiques et de catégories qu'on doit savoir travailler à l'intérieur d'un même domaine et d'un même jardin ne doit pas être sous-estimé. On doit savoir passer des parterres de toutes les temporalités jusqu'au boisement, jardin de rocaille, au potager, en passant par les mix borders et aussi débarder des forêts quand il y a des tempêtes qui sont en train de se passer à cette heure même où je vous parle chez nous. Je ne sais pas dans quel état on va retrouver les choses. Donc, il faut savoir constamment faire l'aller-retour entre le précis et le général, comme disait Marie-Hélène si bien, et savoir travailler l'unité et l'ensemble tout à la fois. Chose extrêmement importante, je trouve, c'est savoir prendre de la distance par l'observation et bien savoir identifier, reconnaître les formes et affiner son intuition avant de se lancer, que ce soit pour un projet de maintenance ou de création. Ça, ce sont des qualités nécessaires au métier car elles nous gardent de nous engager dans les chemins ardeux que sont le contresens, la surinterprétation, la certitude par habitude ou alors encore très communément répandu l'addition d'éléments à une composition existante, surtout dans les jardins paysagers. Évidemment, la perte d'éléments visuels, stylistiques et visuels lors de la disparition est toujours regrettable car elle amoindrit le répertoire visuel et vivant sur lequel les jardiniers apprennent. Si on n'a plus, on ne sait pas à quoi faire la référence. Donc, ces qualités sont tout aussi importantes lorsqu'il s'agit de préserver la dynamique de l'œuvre dans son espace. Et donc là, on touche au domaine du sensible, car cette incidence qu'a le geste jardinier, notamment sur la taille, elle va donner un effet donné. On va lancer on va insuffler une perception aussi d'un ton, vraiment dans la sensibilité. Et il y a là, en fait, dans ce qu'on appelle un peu vulgairement la maintenance, en fait, de tout premier abord commune, en fait, tout un travail discret d'attention à la scénographie qui est fait. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Donc, pour illustrer cette question de la relation entre le jardinier et les formes, j'ai choisi parmi tant d'autres cette image du boulingrin de Fleury-en-Bière, qui est tout près de Courrens. On voit comment la disparition du dispositif peut nous manquer et à la fois susciter l'envie d'une suite. Moi, je me rappelle, quand on avait commencé à travailler là-bas, j'étais toujours interrogée par la mise en herbe du boulingrin et ça a toujours suscité la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-il devenu comme ça? Qu'est-ce qui était avant? Et bon,
qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire après, je ne sais pas. Donc, toujours sur cette question des formes, toujours sur la question du répertoire des formes, ici, nous sommes dans le jardin japonais de Courrens, qui côtoie juste le parterre du jardin d'eau d'Achille Duchesne. Donc, en tant que jardinier, vous devez savoir passer de l'un à l'autre, parce que c'est aussi ça. Vous savez devoir, techniquement, passer de savoir faire le parterre, le jardin japonais, tailler en nuages les Chamaecyparis, faire attention au viburnum qui est étalé, etc. Donc, il y a un vrai travail très fin. Et je peux vous dire que quand vous commencez ces choses-là, faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. Donc, pour ça, il y a, avant, quand on va parler de création jardinière, j'aimerais beaucoup quand même rendre crédit et saluer. Donc, j'aimerais d'abord souligner et saluer le travail des particuliers de jardin qui sont souvent à la source de cet héritage. Ce sont des particuliers à l'œuvre qui décident d'implanter un jardin, de monter de toutes pièces leur rêve, de créer un monde, et en toute décomplexion, et souvent en bravant des éléments et toutes sortes de découragements. Donc cette vision va au fur et à mesure des années grandir et grossir jusqu'au moment où il va falloir passer l'œuvre aux autres. Mais avant que vienne le moment de la passation, il y a celui de la fabrication. Et ça, c'est une étape absolument fondatrice dans la création jardinière. On construit un univers et on le façonne. Et le mot façonne, je trouve, il explique bien, il est très pertinent parce qu'il explique bien l'action de modeler à sa façon. Et c'est ça la relation intense, je trouve, entre le jardinier et la matière. On modèle les profils et on définit l'espace, mais surtout on donne la naissance à son rêve en y introduisant des éléments de style. On teinte, on oriente, on érecte, on affine. Voilà. Il y a un grand élément de liberté dans ce processus de création qui vient des particuliers. Et ces jardins, il ne faut pas l'oublier, viennent de gens très déterminés et inspirés. Et c'est justement en puisant dans cet héritage de conviction qui est là, qui est matérialisé sous nos yeux à travers des dispositifs incarnés, que certains jardiniers arrivent à poursuivre ce travail. Le même amour de la fabrication qui, à son tour, les stimule et ils y travaillent comme ils y travaillent quotidiennement. Ils comprennent bien l'œuvre et arrivent à lui être fidèles. Le travail de la matière est ce que j'appellerais le fer du forgeron. Donc, dans un jardin, pour le jardinier, c'est en faisant et en réalisant qu'on a un impact sur la matière. En faisant, on s'investit et on se sent acteur. Et il y a là quelque chose de fondamental qui s'opère, je trouve, c'est la conscience de soi faisant partie du processus de continuité. Et dans le cas des jardins historiques, c'est cette conscience jardinière qui, avec sa compréhension du lieu et de sa spécificité, de son histoire, de son style, de son climat, de ses végétaux, de son motto presque, qui permettent de donner de naissance à des projets de création à l'intérieur du cadre plus ancien. Mais pour pouvoir créer, il y a besoin d'éléments premiers, comme la liberté de création et surtout la confiance qu'on vous accorde pour soumettre et développer des projets pertinents. Comme tout, ça demande des fonds, mais surtout le moteur principal, c'est aussi la confiance. Un des autres grands bénéfices de la créativité jardinière, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur, c'est quelque chose sur lequel j'avais aussi basé une grande partie de mon mémoire, c'est la question de la transmission du savoir-faire qui découle de cette réalisation. Le jardinage, c'est aussi une affaire de technique. Et quand on commence, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, ce processus important de franchir des étapes, de passer des caps qui se font uniquement par la réalisation. Et il faut l'avoir derrière soi pour pouvoir avancer. Et dans le cas où la réalisation où la création sont données à des entreprises externes, le gain d'expérience ne se fait pas. En l'occurrence, la réalisation de l'ouvrage n'est pas derrière soi, mais devant nos yeux, étant faite par d'autres. Donc, lorsqu'il s'agit d'un nouveau projet de jardin à l'intérieur d'un cadre déjà établi, les projets jardiniers peuvent donner des résultats assez surprenants parce qu'ils touchent à la spatialité en redistribuant les volumes. On est toujours
on est toujours surpris et émerveillé de voir à quel point, quand on change un seul élément, ça change complètement la lecture. Mais aussi parce qu'on amène des éléments sensibles, des détails qui subtilement vont vous permettre d'accrocher et de fondre ce nouveau projet à l'intérieur de l'existant. Cela peut se faire par plusieurs médias. Le rappel ou la mise en regard d'essence des palettes végétales, le travail sur les couleurs, le calibrage sur la lumière, le travail sur la ferronnerie, etc. La liste est longue. Donc, on engage une démarche sensible nouvelle, la découverte d'une nouvelle expérience, mais c'est surtout là le plus important pour les jardiniers. Dans ce processus de création, c'est que le projet doit être réfléchi comme une suite, une extension narrée de l'aventure du lieu, une prolongation de son histoire, mais toujours sur la même harmonie. En fait, il y a dans cette démarche une part d'innovation qui est fondée non pas sur un principe de réinterprétation, mais plutôt sur le questionnement du jardin, sur son profil. On se pose la question de se dire, est-ce que c'est bien nous, ça? Est-ce que c'est bien nous? Est-ce que le fondateur, la fondatrice du jardin, qu'est-ce qu'il en aurait dit? Est-ce que ça leur aurait plu? Voilà. Alors évidemment, on peut pas répondre à ce genre de questions, hein. Mais se poser la question, la démarche oriente les vœux et on affine une espèce je dirais pas de justesse, mais d'essayer de ne pas trop faire d'erreur, justement. Donc, car dans la création jardinière, on est dans un contexte de projet qui veut à tout prix, enfin, oui, à tout prix de se prémunir de l'effet d'objet rapporté ou du contraste délibéré. Il n'est pas ici question de créer pour imposer sa marque, mais au contraire de s'effacer, de créer pour et avec le profil du jardin, avec les matériaux ou les végétaux déjà sur site, enlever le moins possible, ou alors, bon, on peut importer d'autres matériaux et bien sûr, surtout, travailler avec les paramètres écologiques d'aujourd'hui. Alors, pour illustrer cette question de la création jardinière, je voudrais vous présenter 3 jardins. Je vais essayer de vraiment rester dans mon temps. Denis, on est bon? D'accord. Pardon. Donc, 3 jardins qui m'ont vraiment inspirée, et des gens aussi, très forts. Et voilà, donc un jardin en France, c'est le jardin de Champs-sur-Marne que un des anciens jardiniers en chef m'avait présenté, et Jean-Michel Sinsart aussi, et 2 autres jardins qui se trouvent en Écosse, dans lesquels un que j'ai travaillé et l'autre qui est mes voisins, qui sont les jardins de Inverview Garden, qui se trouvent sur la côte nord-ouest de l'Écosse. C'est un endroit assez exotique, et l'autre qui se trouve près d'Aberdeen, sur la côte nord-ouest de l'Écosse. Alors, là, à Champs-sur-Marne, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de la création du jardin bouquetier. Donc, le projet du jardin bouquetier, donc, qui est là dans mon petit encadré très sommaire jaune. Ce projet du jardin bouquetier a vu le jour à l'initiative d'un jardinier en chef, Jean-Luc Dargent, et il avait pour ambition de faire renaître à Champs et montrer au public un regard sur la tradition de la production florale qui était très active au 19e et au 20e. Et ce projet a demandé plusieurs années pour s'établir, et surtout un travail d'équipe considérable, et le tout fait en régie. Donc, ici, vous voyez l'emplacement du projet. Merci à Jean-Luc Dargent pour les photos qu'il m'avait prêtées à l'époque. Donc là, on a l'empreinte du site, et là, on commence là. Au début, ce qui surplombait le mur, il y avait toutes les serres, il y avait un porche. Bon. Et là, le commencement des travaux. Alors, évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, petit paramètre important, quand il a commencé, il n'y avait pas d'archives. Il n'y avait pas d'image d'archives. Il m'avait dit qu'il n'avait pas trouvé d'image d'archives. Donc, avec ses connaissances jardinières, avec son expérience, il a commencé, sans tracer de référence sur lequel s'appuyer, il a commencé à faire une estimation du volume de fleurs et de feuillage produit pour la maison, avec la liste des espèces pour pouvoir déterminer une empreinte au sol. À partir de là, il a élaboré un tracé assez fonctionnel pour la production, mais toutefois qui ne fait pas une partie belle à l'agrément. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé très
inspirant dans ce projet, c'était il y a un petit peu quelques années déjà, c'était de voir qu'on ouais, on peut faire ça. On peut faire ça en tant que jardinier avec de l'expérience, avec de la connaissance. On peut emmener une équipe sur un projet, évidemment, pas tout seul, hein, il a consulté des gens. Ce sont des choses qui sont faisables. Donc ensuite, le chantier s'installe. Là, on est en 2006-2007. Et moi, je ne sais pas vous, moi, ça m'émeut toujours quand je vois le sol avec beaucoup de plantations, des gens qui travaillent. Voilà. C'est toujours plein de promesses, tout ça. Ici, donc là, après, le nouveau jardin s'installe. Donc, le public reçoit assez chaleureusement la nouveauté. La réception est bonne. Le retour de la couleur en séquence avec les espèces de l'époque. Alors, tic. Ironie du sort, une semaine après la fin des travaux, il me dit qu'il retrouve une carte postale du jardin Bouquetier datée de vers 1900. Donc là, si on compare les deux images, on voit le tracé et le détour des parterres sont différents, certes, mais la simplicité et la sobriété des lignes met bien en valeur le contenu principal du projet à la base, qui était la production florale. Et je crois aussi, ce qui mérite d'être souligné dans ce projet, c'est effectivement la capacité d'emmener une équipe pour la réalisation et surtout la dynamique réfléchie, planifiée et qui est faite sur mesure pour le jardin. Après, il y a toujours les variantes, mais elles sont là pour donner au corps aux discussions aussi. Et puis, pourquoi pas, servent de tremplin pour ajuster si besoin et aller plus loin dans la réflexion. Et dans ce projet, je trouve que le jardinier en chef a en quelque sorte réouvert le débat, écrit un autre chapitre dans l'histoire de Champ. Le deuxième jardin dont je voudrais vous parler, c'est Inverview. Alors, Stéphanie voilà, m'a reproché, mais je n'avais pas assez de titres peut-être. Alors, vous voyez, le titre est en bas. On le voit bien, oui, voilà. Tac. Donc, Inverview Garden, c'est un jardin d'acclimatation créé en 1862, abrité au creux d'un loch et privilégié par l'influence du Gulf Stream, bien que sur une latitude plus haute que celle de Moscou. C'est un oasis, vraiment une prouesse paysagère et horticole. Il est connu pour son contenu botanique, mais aussi pour la variété de ses dispositifs. Il y a un grand wall garden, un jardin de rocaille, un grand sous-bois jardiné qui abrite une importante collection de rhododendrons et de multiples mixed borders. Il y a 11 jardiniers qui travaillent sans relâche depuis plus de 150 ans. Il est depuis 1952 un des jardins fleurons et en tête du National Trust for Scotland qui prend en charge toute la protection, la conservation des bâtiments et des jardins. Ils font un travail assez considérable. Et ce jardin est aussi une des jardins antennes du centre d'apprentissage de l'école des jardiniers du National Trust for Scotland. Donc là, ici, vous voyez, c'est une jolie photo qui est prise, je pense, avec les dahlias au mois d'août. Vous revenez au mois de janvier, c'est quand même une autre scène. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que vraiment, le jardin est accroché en terrasse, vraiment niché à même la marée. Voilà. Et là, c'est la photo de ce cliché-là, date de 1862. À ses débuts, ils ont importé tout le sol par bateau d'Irlande pour pouvoir commencer à cultiver. Il faut savoir que le sol, là-bas, c'est un sol à pH 4. Voilà. Donc, ça pose quand même des conditions de cultivation assez... des défis à relever. Et surtout, les conditions climatiques en font un endroit assez difficile à travailler. Alors, petite immersion pour vous donner un peu une idée. Donc, ça, c'est le sous-bois jardiné. Il est vaste. On peut déambuler pendant des heures en appréciant l'alternance des espaces denses et lumineux au gré des scènes. Les jardiniers font un constant travail de création car le jardin est extrêmement fragile. Il est en pente et déjà, donc il y a la mer, les montagnes, le jardin qui est accroché dessus, comme ça, et demande beaucoup de travail. Le sol est très pauvre, peu profond, les embruns et la pluviométrie importante, et puis le sol rapidement. Donc,
là, on en revient encore à la question des particuliers et des créateurs de jardins, des gens extrêmement inspirés, quand même un peu fous. Osgood Mackenzie, il avait commencé avec un tout petit saule planté et il a vu que ça prenait. Il a construit la ceinture boisée pour protéger le jardin des vents. Il a attendu 20 ans avant de pouvoir planter quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que si près des côtes, ça on est dans le sous-bois jardiné, la deuxième terrasse en fait. Si près des côtes et des tempêtes, les jardiniers replantent régulièrement, car il faut garder à l'esprit que d'une année à l'autre, tout un espace peut disparaître. Et en fait, on garde tout le temps ça à l'esprit. Et en même temps, ça stimule l'imagination créatrice, parce que de toute façon, quelque part, il n'y a pas toujours le temps d'attendre, et ça forme aussi une certaine capacité de résilience. Donc là, vous voyez, le jardinier qui continue de planter. Toutes les tempêtes qu'on voyait une fois tous les 10 ans, maintenant, elles sont tous les 5 ans et parfois même tous les 3 ans. Donc ici, petites images d'archives, là qu'on voit vraiment là, cette succession de jardiniers en chef, de premiers jardiniers, de jardiniers qui façonnent les bassins. Là, par exemple, on a un ici qui consolide la digue du bassin. Les autres sont repris. Les autres jardiniers en chef continuent à redévelopper d'autres bassins, d'autres espaces. Ils créent des plateformes de vue pour les visiteurs, etc. Donc, il y a vraiment une dimension technique et créatrice assez importante. Donc, à travers les décennies, tout le monde se met à l'ouvrage. Ici, cet autre projet, on est retour dans le Wall Garden, c'est celui de la promenade centrale. Donc, en fait, ici, on est au milieu, vous voyez la terrasse, là, il y a la haie, c'est une haie de rhododendron ponticum. Voilà, donc il y a la terrasse, on est à peu près à 4,50 mètres et de dénivelé, et il y avait une promenade centrale au centre, qui était mal utilisée, elle était toute petite et elle était assez fragile. Donc les jardiniers ont décidé, le jardinier en chef, avec son premier jardinier de l'époque, ont décidé de redonner une autre perception spatiale en recalant l'allée sur élevée pour en faire aussi, donc ils ont refait l'allée, tout qui est dans la photo du milieu, avec la rambarde, et à partir de là, ils ont aussi déployé d'autres dispositifs spatiaux pour pour changer toute la vue, tout le long de la promenade. Vous voyez, ça fait vraiment un grand arc de cercle. Donc, pardon. Ce projet a pris plusieurs années. La levée des massifs, la longue excavation, la mise en place des allées et l'installation de rambardes, dessinée et forgée spécialement pour le jardin. Et puis en contrebas, la mise en place du cheminement discret qui servira d'un chemin de service, hein, parce que là, il y a une grande mix border qui vient s'installer. Évidemment, il faut pouvoir passer derrière pour pouvoir s'en occuper. Donc ça, c'est un projet qui a pris 7 ans. La réalisation complète et la nouvelle promenade permet aussi d'apprécier la vue sur le jardin et sur ses cultures. Ils s'amusent beaucoup à faire des bandes de couleurs comme ça qu'on peut voir depuis le haut, et puis d'une année, ils changent, à l'autre, ils changent, etc. Et donc, ils jouent un peu sur les motifs, ils s'amusent. Mais aussi, ça permet aussi d'apprécier la vue sur le grand paysage et de pouvoir capturer tout en un, en fait. L'imbrication de l'échelle du jardin avec celle du grand paysage est vraiment quelque chose d'assez fondamental. On marquerait le jardinier qui est accroché à sa haie là-haut, vous le voyez, peut-être pas, qui est en train de couper sa haie de ponticum. Alors, le troisième jardin dont je voudrais vous parler, c'est le jardin de Crufface, qui se trouve sur la côte nord-est de l'Écosse, qui se trouve près d'Aberdeen. Et donc, ici, je présente mes excuses pour le manque de définition de ce cliché. Le jardin de Crufface se situe sur la côte nord-est de l'Écosse, près d'Aberdeen. C'est un site culturel important. Le seul jardin accueille 70-80 000 visiteurs par an. Il est important de par sa présence, le contenu riche de son histoire au 19 et 20e siècle, mais aussi de la part de son domaine, qui avait un passé archéologique important. C'est donc un site habité au niveau du jardin et du grand paysage depuis longtemps. Donc, Crufface, c'est un jardin à l'influence Arts and Crafts, non seulement celle de Gertrude Jekyll, que sa fondatrice Sybil Burnett
la fondatrice de Crafers bien sûr, a développé avec son mari, le Major Burnett. Ils ont développé et installé le site, le jardin. Leur travail a été depuis repris par les jardiniers en chef successifs qui reprennent son héritage. Elle a été assez active depuis entre les années 30 et jusqu'aux années 60. Crafers a été légué ensuite à la sortie de la guerre, comme beaucoup de propriétés, au National Trust for Scotland, qui maintenant en a la charge. En 1953, juste pour dire comme ça une petite parenthèse qui va me ralentir un peu, mais il y a eu la tempête du siècle, en fait des 200, ils n'avaient pas vu ça depuis plus de 200 ans, qui a complètement balayé tout le nord de l'Écosse. Et la famille des Burnett avait légué le jardin au National Trust pour qu'ils s'en occupent juste l'année d'avant, et je lisais dans les archives que c'était avec un espèce de soulagement aussi qu'ils avaient, s'ils n'avaient pas légué le jardin un petit peu avant, je ne pense pas qu'ils auraient pu redresser et recréer le jardin. Donc, il est à la charge du National Trust, et c'était aussi un centre d'apprentissage pour l'école des jardiniers des jardins historiques. Donc, le jardin est en constante évolution depuis des années jusqu'à nos jours, et c'était aussi le fait que sa créatrice, Sybil Burnett, elle était vraiment complètement dans cette dynamique. Elle voulait tout le temps que le jardin change, en fait. Elle voulait jamais qu'il soit statique. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à entreprendre, comme vous pouvez voir ici sur le cliché à gauche, le jardin potager dans la partie basse qui a été remplacé par sur l'autre cliché, c'est à l'envers, mais on comprend quand même. Vous avez la pelouse de croquet, là, ici, comme repère. Et donc, en fait, qui a fait place aux chambres de couleurs. Donc, c'est un jardin qui est aussi basé sur la colorométrie. Le jardin doré, le jardin camel, le rouge. Il y a les mix borders bleus et roses, le jardin blanc aussi. Donc, sur cette photo aérienne hivernale, on voit bien les tracés des différentes chambres, ces avenues d'ifs et ces topiaires tricentenaires. C'est les deux eggs, les deux gros œufs là, qui après du jardin, ils sont quand même assez. La photo est assez longue, mais ils sont quand même assez imposants. Donc Crafers est bien ancré sur un tracé régulier, mais comme c'est souvent le cas dans les jardins britanniques, l'enveloppe végétale met beaucoup en scène les matières et les couleurs, ce qui adoucit, floute et décale parfois la perception droite du tracé lors de la promenade. Alors ici, petite visite immersive pour vous montrer rapidement. C'est une des premières terrasses qu'elle avait faites en 1932. Le château, à l'époque, avait 3 étages, donc du coup, la vue était faite aussi pour que le jardin soit vraiment, on le voit un peu ici, les pièces ici que vous voyez, c'était vraiment fait pour être vu depuis le 3e étage du château. Malheureusement, le 3e étage a brûlé, donc il n'en reste plus que 2. Ils n'ont pas reconstruit le 2e étage, et du coup, ils ont dû couper pas mal de... Ils ont décidé de couper les sentinelles, certaines des grandes taupières. Donc, ici, par exemple, autre petite visite immersive pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, 5 minutes. Oh mon God! Ok. Donc ça, le jardin blanc, le mix border. Donc ça, tout est créé par Sybil Burnett, et donc du coup, les jardiniers reprennent, ils insèrent parfois des espèces ou alors redynamisent les borders. Donc le nouveau projet du jardin de rose. Donc pourquoi ce nouveau projet? Le jardin de rose, qui est là-haut, c'est le 2e carré, la 2e chambre en partant à gauche, en haut, avait subi tant d'évolution au niveau des massifs que la spatialité reportait l'expérience vers l'extérieur de la chambre au lieu d'inclure le promeneur en son centre pour s'arrêter et le contempler, comme c'était le cas dans la première composition. Donc on voit ici en 1896 le bosquet central avec les massifs. Après en 1948, question des formes encore, on en revient toujours à cette question. Les volumes qui grossissent et comment
comment effectivement gérer tout ça. Là, en 1960, donc là, le bosquet central a complètement mangé tout le reste, et les parterres aux angles ont été complètement reportés vers les angles. Donc toute la spatialité vers les angles. 2010-2023, un nouveau projet a eu lieu, reprise du parterre central pour une nouvelle composition. Ramener la spatialité vers l'intérieur, la promenade vers l'intérieur. Donc, chantier, ça c'était l'année dernière, au mois d'août, piquage, la pose de l'armature maçonnée, donc ça c'est les terrassiers et les maçons qui font ça. Ensuite, c'est l'équipe qui reprend. Donc là, on a eu tout un travail d'équipe, exactement comme à Champ, où tout le monde, toute l'équipe, depuis les apprentis aux jardiniers en chef, ils ont mis en place le projet. Et donc, là, ici, quand je vous parlais tout à l'heure de comment est-ce que, en fait, la créativité jardinière, avant de parler de ça, en fait, pardon, il faut quand même que je vous dise que l'idée du projet, vient de 2 jardiniers en chef. L'un qui a réfléchi sur comment reprendre le thème du parterre central et surtout comment le raccrocher au site. Et le deuxième a élargi le tracé, fait les plans de plantation et s'est inspiré du site pour insérer des éléments sensibles que nous allons voir dans une minute, littéralement. Oui. Un mot maintenant donc sur l'attention et le détail de la création jardinière évoqué un peu plus tôt. Ces détails utilisés pour accrocher et mieux insérer un projet nouveau dans le cadre plus ancien. Donc par exemple, on voit ici comment les jardiniers sont soucieux de préserver la disposition des pierres en quinconce. Ça, c'était vraiment une trace vraiment hyper importante de tout ce mouvement Arts and Crafts, et je sais qu'on a trouvé dans les archives qu'effectivement, ils insistaient vraiment beaucoup avec ces petits motifs-là. Donc, ils ont levé les pierres, numéroté, et les ont réassises. Ensuite, une fois le projet installé, ils ont protégé le cheminement. Donc là, la gestion des eaux en Écosse, c'est quand même une histoire assez sérieuse, en fabriquant un drain empierré avec un exutoire pour diriger les eaux en pente hors du site. La ligne de pierre, en fait, ici, celle-là qu'on voit au milieu, en plus, c'est pas seulement un outil technique qui protège des eaux, mais ça aussi, en fait, elle est là, vous voyez, sur la photo avec la petite fabrique ici, comme ça. Et donc, ça conduit, elle amène l'œil, elle dirige l'œil, conduit l'œil pour déployer le projet un petit peu partout dans l'espace et faire rebondir l'œil un petit peu partout. Donc, une fois le projet installé, donc ça, avec des détails comme ça, c'est une attention aussi fine qu'efficace et qui demande pas mal de savoir-faire jardinier. Alors, le nouveau projet ici, donc pour l'instant, ça a l'air un peu neuf. Il faut attendre que la végétation pousse et que son enveloppe prenne le dessus. Et ici, en fait, on a un mot sur ces caractères des éléments construits. Au centre du jardin, la fontaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boule? Oui, c'est fini? Une minute. Non. Quoi? Oui, je conclue tout de suite. La boule, en fait, c'est une reproduction exacte d'un artefact archéologique picte qui a été trouvé à quelques kilomètres de là. Et en fait, en la replaçant au centre du jardin, encadré et protégé par les corbeilles de métal, et des graines qui sont un peu comme des graines protectrices, le dialogue entre les échelles du jardin et du grand paysage, en fait, se retrouve au même endroit, au centre du jardin. Parce que cette boule, en fait, elle existe vraiment. Ce sont des tout petits artefacts archéologiques qui font pas plus de 3 cm et qui ont été retrouvés partout dans les plaines. C'est vraiment un emblème de la région. Et pour ça, le jardinier en chef était assez féru d'archéologie et a réfléchi vraiment comment est-ce qu'on pouvait continuer la narration du site avec ça, à travers cet artefact-là. Il était prévu un bain d'oiseaux, mais ça a changé. Enfin, d'accord. Bon, et là, c'est le laurier du Portugal qu'on a fait des boutures 4 ans plus tôt. Donc voilà, donc cela c'est pour vous en conclusion, très brève, c'est vraiment
voilà, saluer les gens qui ont initié vraiment toute cette partie créatrice un peu folle de décider de vouloir s'implanter des jardins, et comment est-ce qu'on transmet ça, notamment aux jardiniers, de leur donner cette conscience de soi à l'intérieur du jardin, et à la fois aussi comment est-ce que, à travers la réalisation de ces projets-là, comment est-ce qu'on transmet aussi le savoir-faire. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vous remercie beaucoup. J'avais vraiment tout chronométré, je vous assure. C'est l'heure anglaise. Ouais. Peut-être avez-vous des questions après ce témoignage, vraiment de ce que peut-être le travail de jardinier, avec tous ces questionnements qui se posent, qui valorise, je trouve, le métier de cette expérience. Madame, bonjour. J'ai une question. Vous faites quoi par rapport à votre fonction au National Trust, justement, c'est quoi exactement? Je suis jardinier en chef. Je suis jardinier en chef d'un autre jardin qui se trouve à 6-8 km de là. Et donc voilà, je suis jardinier en chef. Je dirige une équipe de, je crois qu'on est, on est 18, pas tous les jours. Hein. Le nom de votre jardin? Drum Castle. DRUM. DRUM, oui. Et voilà, je suis jardinier en chef et on fait beaucoup de travaux, de création, de réaménagement, voilà, d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut insérer ça justement pour être vraiment fidèle aussi. Après, voilà, c'est un univers assez différent où les échelles sont généralement assez plus petites. Mais voilà, donc on fait beaucoup de travaux de maintenance, de création, et on s'occupe vraiment de tout en fait. On fait un peu de toutes les, ça va de la gestion forestière au parterre et à l'intérieur, la promenade, l'espace, voilà. Bonjour. De choses sur Marne. Oui. Avec des recherches archéologiques pour le jardin. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que Jean-Michel sera plus à même à répondre à ça. Je ne sais pas. Non, pour le travail, la dame demande s'il y a des recherches archéologiques qui ont été faites avant. Alors, moi, quand Monsieur d'Argent m'avait montré le jardin, il m'en a pas. C'est pas quelque chose qu'on a. Peut-être. Alors, je sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas vous répondre là-dessus. Il y a un micro, je vais raconter une histoire. Ah, une histoire. C'est une vraie histoire des temps. Et en fait, Jean-Luc Dargent était un jardinier assez malin, et quelques temps avant, il avait décidé de ne plus planter de parterre de broderie, disant qu'il avait quand même des travaux de trempette et qu'il avait du mal dans la production de fleurs, et il avait demandé à la DRAC s'il était possible de planter des rosiers comme ça dans la broderie pour avoir moins de travail. Et il m'avait appelé en disant si je ne peux pas m'aider pour justifier pour mieux, bien sûr, gérer la tempête. Et en fait, le salon, il nous a quand même sorti ce projet de jardin potier 1 an après. Il avait déjà en tête, bien sûr, d'économiser du temps pour pouvoir installer ce genre de potier. Mais au niveau recherche archéo, non, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est assez dommage parce que c'est un point assez intéressant de Champs-sur-Marne. C'est là où il y avait l'ancien potager de Champs-sur-Marne, et ce serait peut-être intéressant un jour de s'intéresser s'il y a dans ce sous-sol, dans cet endroit-là qui est assez particulier. Oui, je veux dire, j'imagine qu'avec le recul des années, on sent que oui, effectivement. Mais en fait, ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était la force de pouvoir aussi emmener aussi une équipe en régie à faire tout soi-même. Et ça, c'est quand même une chose qui est extrêmement importante.
Et je trouve, et en tant que gestionnaire de jardin, en fait, on se rend compte de combien coûtent les choses maintenant. En fait, travailler en régie aussi, c'est une bonne façon de rendre des projets un peu plus économiques aussi. Peut-être une autre question. Non, avant de passer à j'en avais une, puisqu'on parlait de médiation tout à l'heure. Oui. Est-ce que dans ton métier de Oui. jardinier-là, Oui. on vous demande au National Trust justement de remplir un rôle du public? Ah oui, ah oui, complètement. Et Ouais. dans quel mesure? Et quel niveau de jardinier Tout. Alors, ça dépend. Par exemple, à Inverview, quand on travaillait, on avait des guides, en fait, des guides pour apprendre le jardin. On avait carrément des coachs, on avait des croisières, etc. Donc, les jardiniers connaissaient vraiment leur jardin, ils en connaissaient les plantes, les espaces, l'histoire, etc. Ils faisaient la visite eux-mêmes. On a fait beaucoup de visites, soit pour des groupes de horticoles assez pointus, ou alors vraiment des bus. Et donc, du coup, il y a une façon un exercice de devoir adapter son dialogue, vraiment savoir aussi adapter comment ça s'appelle, le ton, en fait, savoir s'adapter au public en fonction de qui on s'adresse et pouvoir essayer de trouver des points d'accroche pour justement emmener le public avec nous. Donc oui, on fait tout le temps les visites guidées, on en fait tout le temps. Ouais. Dernière question. C'était plus un commentaire, ça m'a rappelé aussi à un endroit que avec les plantations frontières expérimentales au sud de la Suède. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez raconté qui ressemblent à le type de gestion qui est essayé. Donc c'est tout petit. Mais par exemple, il parle de gestion créative avec des actions normales du forestier qui est en même temps jardinier, qui s'en occupe, et qui s'en occupe avec cette vision de la forêt change, il faut la transformer, et on va la transformer avec une vision que l'on a qui accompagne l'évolution des végétaux, dans laquelle aussi le respect de la personne qui le fait est aussi important. Il y a aussi des visites guidées parce que ça fait partie de l'appropriation de ceux qui travaillent et le respect de ceux qui travaillent parce qu'ils connaissent bien. Ouais, la dimension d'appropriation est extrêmement importante. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vous avez